Bonjour, bonjour, c'est lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence. Mais je suis le guide Pépé, je suis heureux de vous recevoir chez moi, dans mon petit cadre, pour qu'on échange, pour qu'on discute, pour qu'on avance. Et surtout, j'aimerais vous donner la parole. N'oubliez pas que Facebook, c'est un espace d'échange, hein. Quand on veut le monologue, ben, on va au musée, hein. Parfois, on peut faire des vidéos, on met sur YouTube, mais Facebook, c'est l'interaction. C'est prendre les avis des gens, proposer quelque chose, essayer de donner ses idées. Et ça fait quelques années que je le fais et beaucoup m'ont posé de très bonnes questions. Pépé, on veut comprendre, on veut savoir. Nul n'a le droit de mourir dans l'ignorance. Donc détendez-vous, c'est un lundi matin très, très calme, hein. C'est l'automne qui commence. Ce printemps, c'est quoi? C'est l'automne ou le printemps? C'est l'automne? Je sais pas. Automne, hiver, ouais, tout ça. Mais bon, disons, on sort déjà de l'été quand même. Et puis, les gens se posent les mêmes questions. Est-ce qu'on a droit au bonheur? Est-ce qu'on a droit au travail? Est-ce qu'on aura la chance? Est-ce qu'on va comprendre le monde? Qui va nous expliquer la politique, la géopolitique? Mais même personnellement, il se passe tellement de choses dans le monde et dans nos vies que si vous n'êtes pas prêt, le monde va vous dépasser. Et il y a des gens comme nous, avec beaucoup de prétentions, on essaye de reculer, de faire reculer les barrières de l'ignorance. Ce n'est pas toujours bien perçu, mais notre rôle, c'est ça. Chacun doit connaître son rôle sur Terre. Toi, tu es venu faire quoi sur Terre? Hein? Allez. Donc, il est 11h05 à ma montre. Mon téléphone, c'est le téléphone le plus connu des réseaux sociaux, il est ouvert. Donc, vous pouvez passer un coup de fil, me dire ce que vous pensez, si vous avez des préoccupations, des sujets que vous ne comprenez pas, si votre vie a des petits blocages, hein, on ne va pas faire comme les faux prophètes, mais je suis quand même dans une certaine dimension spirituelle un roi, donc je peux vous expliquer deux ou trois blocages et vous aider à les changer. Et puis, deuxième chose, c'est que je vais dire merci à tous les participants de la conférence de samedi, et c'était magnifique. Et j'ai un ami qui m'a dit, Monsieur le guide, Pépé, soyez-en sûr, bientôt vous remplirez les palais de congrès dans tous les pays du monde. On dit à Keva. Donc, on commence doucement, doucement. Et c'est d'ailleurs, mon grand-père disait souvent, aux petites soupes, des petits feux. Hein? Donc, quand tu veux faire des petites soupes, tu fais des petits feux. Et quand tu veux faire des grandes soupes, des grandes nourritures, des grandes cuissons, tu fais des grands feux. Donc, nous avons commencé doucement et nous sommes là aujourd'hui pour... Donc, et nous avons donc décidé, parce que la conférence a un truc particulier, c'est que là, je suis libre. Je suis vrai. Et je respecte ceux qui ont réservé et qui ont pris leur temps pour venir. Et je m'occupe des gens personnellement. L'écorce est individuelle. C'est pour ça que la conférence marche très bien et on a décidé de la programmer une fois par mois. Ça va venir, peut-être une fois par semaine plus tard, mais une fois par mois déjà c'est bien. Et retenez déjà que la prochaine session de la Keva Business Conference dîner sera le 23 octobre, samedi 23 octobre. Notez-les déjà quelque part, il faut programmer tout et on sera encore plus nombreux. Donc, merci d'être là et ne vous posez pas de questions sur ce que pensent les gens. Faites votre vie, avancez, et voilà. Avec beaucoup de recul, on apprend tous les jours. Je donne moins, je suis moins vindicatif parce que j'ai compris que la vie, en réalité, c'est le jardin de l'égoïsme. Chacun dans la vie est venu prendre le meilleur, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, quand on reproche à certains peuples, à certains pays d'avoir été conquérants, c'est qu'on n'est pas, on est assez ignorant de l'histoire de la vie et du monde. Tout le monde vient sur terre conquérant. Et je l'ai dit samedi à tous les conférenciers, à tous les participants qui étaient là, je leur ai expliqué l'origine de la vie. Rendez-vous compte, nous sommes 3 milliards, je parlais un peu de gamétogénèse, de spermatogénèse. Comment on vient sur Terre? Tout le monde connaît, mais il faut rappeler.
Il y a 2 milliards de spermatozoïdes qui courent dans l'utérus de maman, de la femme. 2 milliards de spermatozoïdes qui courent juste pour entrer là, dans l'ovule. Et figurez-vous que dans les 2 milliards, c'est une seule tête qui entre, un seul spermatozoïde. Est-ce que vous vous rendez compte? Un seul spermatozoïde. Sur plus de 2 milliards d'individus, un seul spermatozoïde entre. Et dès qu'il entre, dès que le bout de la tête entre, l'ovule se referme et la queue du spermatozoïde se coupe. C'est très fort. Parfois, on nous a appris ça, tout le monde sait, mais on ne va pas dans les... C'est-à-dire, il faut aller au-delà de l'enseignement pour... Tout le monde peut être enseignant, mais tout le monde ne peut pas être un bon enseignant. Tout le monde peut être conférencier, mais tout le monde n'a pas le même niveau. Les caporaux, les généraux n'ont pas le même niveau. Voilà. Donc, quand le spermatozoïde entre, c'est un abus parce que c'est la moitié du spermatozoïde qui entre, juste la tête. Et l'ovule se referme. La queue se coupe. L'ovule dit, ou l'ovaire, si vous voulez, tout ce que vous voulez, l'ovule dit au spermatozoïde que je ne peux pas accepter tout ton corps, juste la tête me suffit. Donc il va falloir toi-même être égoïste, tu te divises en deux. Tu coupes la queue et on avance. Donc dans la vie, il faut savoir qu'il y a souvent une place. Ceux qui ont fait des concours savent. Enfin, quand des vrais concours, quand il n'y a pas de fraude, de corruption, comme parfois dans certains pays. Mais la vie est une compétition rude. Ça ne sert à rien de venir pleurer, de dire aux enfants c'est facile, de leur raconter des conneries, de dire que tout le monde peut être milliardaire, tout le monde peut faire ceci. Non, c'est pas tout le monde. Il y a toujours très peu d'élus. Et dans ces élus-là, il faut y aller. Regardez dans tous les domaines. La science, le sport. On parle du sport, le football. Regardez ce qui se passe dans le football. Il y a plus de 1 milliard de joueurs dans tout le monde entier. Et peut-être seulement 200 professionnels. Sur les 200 professionnels, attention, il y a 10 qui sont bons, très bons. Et parmi les très bons, il y a 2 qui discutent le leadership. Et parmi les 2, il y a un seul qui est Ballon d'Or. C'est Cristiano ou c'est Messi. C'est à vous de choisir. Moi, je dirais Kylian. Donc, vous voyez que comment on peut partir d'1 milliard de joueurs en bas, dans les quartiers, les pays, les villages, pour avoir un seul au sommet. Alors, quand vous regardez dans l'échelle, la pyramide de l'évolution, des besoins, de l'homme, de la vie, vous vous situez où? Vous êtes sur les 1 milliard en bas ou vous voulez monter? Le crime, ce n'est pas d'être en bas. Le crime, c'est de vouloir rester. C'est pour ça que vous verrez, avec l'éducation qu'on reçoit, avec la culture, l'idiotie cultivée depuis des générations, la paresse inoculée, les peurs, nous n'arrivons pas à sortir des 1 milliard des gens là-bas dans le brouillard. C'est très fort ce matin. Alors, soyez pas égoïste parce qu'on parle d'égoïsme. Tout le monde doit partager. Si on est 44 là, ça veut dire qu'on doit monter à 80. Voilà, le double dans quelques secondes. Tout le monde met un petit partage parce que ça doit être des messages qui arrivent. Et dès qu'on vous a appris ça, je vais vous donner donc maintenant les 7 règles pour être riche. Mais les règles pour être riche existent. D'ailleurs, le livre que je suis en train de finaliser là, beaucoup sont en train de réserver même déjà en pré-vente. Malheureusement, nous ne sommes pas tous des juifs. Mes amis juifs ne se posent pas ces questions, n'est-ce pas? On est d'accord? Quand Zemmour écrit un livre, à peine sorti, il a 100 000 livres vendus. Il n'a même pas encore sorti le livre, il a vendu 100 000. Ses frères mettent de l'argent. On dit, vas-y, on encourage. On veut que ça sorte. On veut te soutenir. On veut... Et alors, dites-vous ce matin, qui va me soutenir? Qui va vous soutenir? Ma table est garnie ce matin. Je prends le petit déjeuner avec vous. J'ai des fruits. Hein? J'ai pas grand-chose à vous donner ce matin. Voilà, j'ai mon plateau de fruits comme toujours. Il y a de l'eau. Il y a du thé. On est tout ici sauf égoïste. Donc, j'attends vos interventions et je vais vous donner quelques secrets qui forcément vont vous aider. Il y a des jeux de coups de fil.
Mais voilà, c'est fait. Le numéro de téléphone est affiché et on est tout détendu ce samedi. Bon, je peux peut-être dégrafer là. Ça vous plaît ou pas? Ou bien on reste comme ça, hein. Vous savez, il y a une culture francophone qui empêche l'esclave de se sentir libre. Et je n'aime pas. Il y a quelque chose qu'on doit tuer dans cette francophonie-là, c'est la misère, la culture de la misère. Si on veut vivre demain comme des francophones ou dans un espace, moi je ne suis pas francophone, je suis africain du monde. Mais je veux dire que pour ceux qui aiment rester dans cet univers politique, c'est un conseil politique que je donne à la France et à ses esclaves. Si vous voulez demain que le monde entier ne vous avale pas, il faut libérer, déchaîner vos esclaves. L'Afrique est encore enchaînée par l'esclavage, par la misère, par un système de torture psychologique, une violence intellectuelle qui pousse ce magnifique continent à ne pas progresser malgré les têtes qui poussent, malgré l'énergie, malgré le pétrole, l'or, le diamant, le béton, tout ce que vous voulez. Il y a une inversion de l'intelligence programmatique là-bas et nous devons lutter contre ça. Mais après, je n'en fais pas un problème fondamental parce que je n'en ai pas les moyens. Je profite de mon temps, de l'espace pour véhiculer mon savoir et je m'arrête là. Je n'ai pas d'autres projets. Si demain je suis appelé à d'autres grandes responsabilités, j'y vais. Mais pour l'instant, je donne mes conférences, je vends mes petits fruits, je vends mes petits livres, je crée ma banque, je fais mon organisation et je distribue le savoir. Même ça, ce n'est pas bien vu. N'est-ce pas? Parce que j'ai écrit dans ce livre, chapitre 18, l'espoir fait vivre. Mais bien sûr, l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Et je dis quelque chose de fondamental, parce que ça, c'est le parcours type de tous les immigrés. Hein. Parce que les gens vous voient souvent là, vous vous baladez dans leur pays. Hein. Ils disent, mais qu'est-ce que ces gens viennent faire? Pourquoi ils viennent nous voler notre pain? Ils ne peuvent pas comprendre. En réalité, il y a quelque chose. Hein. Il faut acheter les livres en passant. Hein. On peut lire, mais juste des extraits. Alors, ici ou là-bas, nous devons vivre. Au départ, je me sentais bien loin des miens. Donc, j'étais ici. Un matin, j'ai décidé d'aller me sentir mal avec les miens, donc là-bas. Aujourd'hui, c'est définitif. Je suis remonté me sentir bien sans les miens. Et au final, je me sens mal à la place des miens. Voilà un peu la logique du chemin de parcours de vie de chaque immigré. Parfois, on a envie de changer le cours des choses, mais la barque du destin est encore toujours plus puissante. C'est-à-dire quand vous voyez les gens mourir de guerre, les enfants mourir de famine, les gens mourir de soif, de nourriture, de manque d'eau, vous avez envie de faire. Mais, je le dis, la barque du destin est encore toujours plus puissante. Et j'explique quelque chose de fondamental dans ce livre. Je dis la rivière était sinueuse parce qu'elle n'avait guère de conseillers. Nous avons l'obligation de dire, de transmettre et surtout de tendre la main pour que demain soit moins rude pour ceux de demain. Oui. J'ai laissé derrière moi un pays énorme en termes de richesse, mais l'énormité, justement, c'est diriger la non-norme en mode de vie. L'énormité est devenue la norme chez nous. Il nous manque principalement trois choses fondamentales pour sortir du chaos. Alors, si vous voulez réussir demain, à titre personnel, ou dans vos pays, ou je ne sais pas où vous êtes, écoutez bien ce message. Écoutez-le bien. Trois choses fondamentales. La primauté de l'intérêt général sur l'intérêt personnel. Ce n'est pas parce que j'ai dit qu'on est égoïste. L'égoïste, donc, c'est celui qui a défini ce que c'est qu'être égoïste. Et maintenant, il prend son égoïsme, il va partager avec les autres égoïstes. Et ensemble, ils mettent leur ego ensemble pour construire. L'ego, c'est le fondement, c'est la foi, c'est la spiritualité, c'est le moi profond. La bonne conduite des affaires et des opérations. Soyez sérieux dans tout ce que vous faites. Depuis que je fais des vidéos avec vous ici, depuis des années, depuis une vingtaine d'années, mais sur Facebook depuis 2-3 ans, je suis constant, je suis sérieux. Je me bats pour être bien. Je me bats pour ne pas baisser la garde. Quel que soit ce que on peut dire à côté, bouchez vos oreilles et avancez. Soyez sérieux. La discipline dans l'exécution. Soyez disciplinés. Soyez disciplinés, les amis.
On nous tape parce qu'on n'est pas discipliné. On vous tape parce que vous n'êtes pas discipliné. On aime la fête. On aime la facilité. J'aime bien quand j'écoute les jeunes qui font les coachings et tout ça aujourd'hui. Et ils vous expliquent la facilité. Vous savez qu'on ne devient pas riche parce qu'on a 1 000 € ou 1 000 francs. C'est pas possible. C'est un processus. Même quand on fait des formations, les gens viennent. Vous ne pouvez pas transformer quelqu'un en un live ou en 2 heures. Non, c'est un processus d'évolution mentale, psychique, psychologique, métaphysique et maintenant physique aussi. Quand vous voulez perdre du poids, c'est pour ça que vous voyez, on vous vend des crèmes amincissantes, les thés amincissants. Le monde est devenu un brouhaha de fausseté. Et ce monde-là est fait comme ça. Tout ce qui est faux marche très vite et très bien. N'est-ce pas? Quelqu'un vous présente un thé amincissant, mais il ne vous dit pas les risques secondaires, les effets secondaires. Vous ne pouvez pas maigrir en 2 jours, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas perdre du poids en 2 jours, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas non plus être formé parce que vous avez cliqué un like. C'est pas possible. Quand vous tombez même malade, le temps même de vous réparer physiquement, la réparation a 2 volets, physique et mental. Il y a le choc physique. Quand vous êtes opéré, vous êtes blessé, le temps de la guérison se passe en 2 fois. C'est pour ça que quand la blessure est finie, il y a la rééducation. Quand vous sortez de l'hôpital, il y a une rééducation qui va avec. Il y a un suivi. Quand je coach donc les managers, les patrons, les entrepreneurs, je leur dis attention, il y a un suivi pour aller vers la création. Il y a aussi un suivi, il y a des accompagnements pour être dans la création, pendant la création et jusqu'à la création. Quand vous avez un projet, vous allez payer un petit truc là, un type vous raconte 2 histoires, mais après il part. Vous payez, lui il part. Mais quand vous ouvrez dans votre boutique, qui est là pour vous donner les outils pour gérer? Les outils de management approfondi, le personnel, les fiches Excel, la programmatique administrative. C'est une logique. Donc, on apprend toute la vie. Mais aujourd'hui, toutes les vidéos font 2 minutes sur Internet. On croit que la vie, c'est 2 minutes. Parfois, vous prenez un livre comme ça, c'est peut-être des années de travail. N'est-ce pas? Il faut respecter. Or, aujourd'hui, la facilité nous pousse à croire qu'on peut avoir tout. Tout est facile. Non, tout devient plus difficile. Surtout pour ceux qui n'ont rien fait de difficile. Alors, quelqu'un veut avoir le livre. Florence Biolay, écrivez-moi une box, vous avez le livre, parce que j'ai, évidemment ici, j'ai ma dédicace, mais vous pouvez la voir partout. Et pourquoi aller enrichir Jeff Bezos, ce jeune homme? Hein? On dit tous les jours que soutenez-vous, vous me citez les Juifs ont fait ceci. Quand on vous dit de faire, donc, comme les Juifs, il n'y a plus personne. Mais pourquoi tu veux aller enrichir Jeff Bezos? Lui, il va sur la Lune, sur Mars, il est multimilliardaire et il vend mon livre. Il n'y a pas de petit business. C'est les pauvres qui croient qu'il faut faire un business noble. Je connais un ami qui est vendeur de friperie et il est milliardaire. Tout, ouais, vous nettoyez les cadavres, vous augmentez le chiffre d'affaires, vous êtes milliardaire. Vous vendez les bananes, comme j'ai fait ma plantation de bananes en Afrique à un moment donné, ouais, c'est pour être milliardaire. Vous vendez de l'eau, vous êtes milliardaire. Il faut réfléchir. Donc, je suis là ce matin pour répondre à toutes vos petites questions. Les livres sont là, le prochain arrive, beaucoup le réservent déjà en privé, en ligne et tout. Il y a Hortense qui est en Angleterre qui a pris 4 exemplaires avant la sortie. Ça, il faut le saluer, ça. Alors, je disais que pendant la conférence, beaucoup m'appelaient pour me dire, mais le guide, pourquoi tu ne mets pas ta conférence en live et tout? J'ai dit, non, c'est de la fraude. Ceux qui ont payé pour assister à la conférence ont besoin de confidentialité. Pourquoi je vais vous donner la conférence? Ce que je fais là déjà, c'est pour... Mais la conférence, c'est mystique. Les gens ne peuvent pas faire des efforts. Vous êtes à la maison, vous voulez qu'on retranscrive. En plus, on est en pleine forêt, on est dans une 3e dimension, n'est-ce pas? Alors, dès qu'on a dit ça, je suis fier.
à la 20e minute de ce direct, qu'est-ce que je voulais ajouter? Je voulais vous parler spécifiquement aujourd'hui de ce qui nous empêche d'être riches, d'être grands. C'est la limitation, la tête. Et j'ai expliqué que quand vous faites un voyage, c'est agréable d'être curieux. La vie est un long voyage. London a scellé les. Donc vous regardez à gauche le paysage, les montagnes, vous regardez à droite, vous voyez comment les fleuves, les rivières, tout cela. Il faut profiter du voyage terrestre parce qu'après on n'est pas sûr d'où on va. Il y a donc des gens dans la vie qui décident de regarder un seul côté du train. Ils restent comme ça, n'est-ce pas? Tout le voyage, il est là. Tu lui dis, regarde, il dit non, lui c'est Bethléem, il va à Bethléem. Tu dis, mais personne n'a un problème avec Bethléem, mais ouvre juste ton esprit. Alors, ceux qui me suivent ce matin, j'espère que vous êtes prêts à ouvrir l'esprit. On est prêt à ouvrir l'esprit, à manger autre chose, à écouter autre chose, à apprendre, à ne pas mourir comme on est venu. N'est-ce pas? Alors, il y a... Je vais prendre... un petit coup de fil. Bonjour le guide. Bonjour, mon jeune fiston. Bonjour, Bernard. Comment tu vas? Bonjour. Je me porte très bien vous-même. Ben, je m'exporte bien, jeune homme. Je vais très bien. Alors, comment vous Oui. allez-vous? Non, le Cameroun se porte bien. J'ai voulu prendre la parole ce matin pour non seulement vous dire bonjour, mais parce que j'avais également deux préoccupations. Oui, Oui, je la suis là première pour ça. préoccupation porte, voilà, la première préoccupation porte sur les formateurs qui sont en ligne là. Oui, Et on sait que beaucoup de personnes parlent, ces jeunes entrepreneurs là, qui utilisent beaucoup Internet pour pouvoir se valoriser, se vendre. Ont beaucoup de lacunes, mais est-ce que ça veut dire qu'ils font mal de se lancer, de se perfectionner au fur et à mesure, d'apprendre et d'avoir aussi des acquis, ou bien il faut se refermer sur soi-même, apprendre beaucoup avant de se lancer? Ça, c'était ma première préoccupation, oui, parce que je, je trouve que certains ont quand même l'audace de mettre sur le net leur talent, le savoir-faire, même si ce savoir-faire est très limitant, bien très limité, voilà, c'est le bon mot, très limité, est-ce que c'est pas encourageant de leur dire, allez de l'avant, vous pouvez faire mieux, ou bien c'est plutôt d'aller d'abord chercher, d'avoir l'expérience comme vous, de travailler sur soi énormément, de comprendre aussi les fondements de la vie, parce que certaines personnes, par exemple, comprennent les fondements de la vie, avant de venir parler, ou bien c'est mieux d'aller comme ça, tomber, essayer, et chercher son chemin. Ça, c'est la première question. Deuxième question porte sur, c'est vrai, c'est un peu divergent, porte sur la pandémie. Que pense le grand guide de la guerre ou bien de la bagarre que se font les anti-vaccins, les vaccinés en France? Quel regard vous portez sur tout cela? Où va le monde finalement? Est-ce que nous allons vers un monde où des personnes sont pucées, contrôlées à distance et qui peuvent être, dont on peut transmettre des maladies comme on veut, quoi? Parce que là, comme tu m'as allé là, comme tu es parti là, c'est pour avoir des doses de vaccins infinies, de manière infinie, c'est-à-dire il doit y avoir des variantes qui doivent sortir chaque temps pour avoir des doses de manière infinie. À un moment donné, on ne saura plus ce qu'on nous injecte, quoi. Quel est le regard que vous portez par rapport à tout ça? Comment est-ce qu'un citoyen lambda qui vit en Europe ou bien au Cameroun doit se comporter? Doit-il être pour le vaccin ou bien contre le vaccin? Quelle est son attitude en fait? Voilà. Le guide, vraiment, c'est les deux questions que j'ai voulu poser ce matin et vous dire que je suis de retour parce que je me suis rendu compte que j'étais, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais désabonné sur la page. C'est pour ça que je ne recevais plus les notifications des lives. J'étais obligé de suivre de manière
après, quoi. Mais comme j'ai pu me réabonner, et vous dire merci pour tout ce que vous faites, en fait. Ok. Merci, mon cher Berlin. John, non, je te réponds tout de suite. Alors, euh, déjà pour ma page, vous savez qu'on est en guerre avec Facebook. J'ai 20 000 abonnés sur cette page, mais il m'oblige à prendre une page officielle. Et là-bas, dès que tu dis bonjour, il dit payez. Boostez votre page. Moi, je ne suis pas venu payer Facebook. Zuckerberg, méfie-toi de moi. Si tu veux me tester, tu vas me rencontrer. Un jeune homme. Comment j'ai déjà 20 000 followers? J'avais 100 000 followers dans l'autre page. Ils ont fermé ma page. J'ai l'impression que comme ça, c'est ma page personnelle qui a 20 000 abonnés, plus tu es grand, plus ils perdent et ils veulent que tu monétises des choses. Moi, je ne fais pas ça. Un roi ne fait pas ça. Je ne veux pas courir après abonner, après non. Et c'est pour ça qu'ils désabonnent tous les gens qui sont abonnés. Ils réduisent nos vues. Et il faut qu'on paye. Parce qu'après, ils vous écrivent, vous boostez votre publication. Je dis, j'ai pas besoin. Quand quelque chose est bon, ça ne pourrit pas. Ça, c'était déjà cette remarque. Alors, première question. Est-ce que les coachs, les ceci, les femmes, les hommes, les jeunes qui se battent sur Facebook et tout ça, les réseaux sociaux, pour vendre leur talent, ont tort? Moi, je ne suis pas un censeur. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je dis, à partir du moment où on dit qu'on est coach, on doit avoir des références. Coach, le coaching, c'est la chose la plus importante de la vie. Il n'y a rien au-dessus du coaching. Même le président de la République a besoin de coaching. C'est-à-dire, tout le monde sur Terre a besoin d'être coaché. Alors, imaginez donc que le coach soit un mauvais coach. Le coach, c'est le conducteur, c'est le guide. Celui qui tient votre volant, vous lui confiez une partie de votre vie. Il n'y a qu'en Afrique qu'on entend des choses comme ça, où on veut justifier la médiocrité à défendre des gens qui n'ont pas qualité. Les réseaux sociaux, méfiez-vous, c'est gratuit. Tout le monde doit exister. Ça, c'est autre chose. Il y a des gens qui ont 100 000 abonnés parce qu'elles présentent leur grossesse ici. 100 000 abonnés parce qu'elles mangent les chips. 100 000 abonnés parce qu'elles dansent. Mais ça ne fait pas d'elle ou de lui un coach. Attention! Coach, c'est être conférencier. Coach, ça veut dire qu'on a une certification, soit académique, soit d'expérience. C'est qu'on a une légitimité universelle. C'est pour ça que l'Afrique ne se développera jamais, parce que à la place où on est là, il y a les mêmes qui viennent discuter. Chacun, personne ne reconnaît plus sa place dans une société. Ça veut dire que la guerre civile est proche. On bascule dans l'anarchie. Il faut faire ces classes. Un docteur, un médecin, un jeune médecin ou un jeune avocat, je ne sais pas, qui sort et qui commence à se prendre pour un coach est un danger même pour la médecine. Même pour la médecine, parce qu'il n'est pas outillé à parler de médecine. Bien qu'il soit formé, il est encore mineur, il est jeune. Il peut avoir des érudits. Il y a des gens qui ont fait des découvertes à 16 ans, ça c'est autre chose. Et les érudits ne se cachent pas. Kylian Mbappé, 22 ans, il est le meilleur joueur du monde. N'est-ce pas? Mais est-ce que tous les joueurs de 22 ans sont meilleurs? Voilà la question. Donc, vous pouvez être un avocat qui vient de sortir, il a à peine soutenu là, il commence à se prendre pour le nombril du monde alors qu'il y a des gars qui ont 40 ans de barreau et d'expérience. Regardez en France, le ministre de la Justice en France, c'est Éric Dupond-Moretti. C'est d'abord un avocat pénaliste. C'est un brillant avocat. 40 ans de barreau. Ah, lui peut dire qu'il est coach. Il est ministre de la Justice, c'est politique, mais il est d'abord coach des avocats. Je l'ai suivi sur le théâtre, il a fait des films, il a fait des trucs, mais quand il prend, quand il entre, quand il entre au préchoir, c'est un crachoir de talent. N'est-ce pas? Et lui peut dire qu'il est coach. Il peut. Roger Mila peut se mettre, là il parle de football. Roger Mila, dans le monde entier, peut se mettre là, il décide de créer une académie de football.
de football. On est d'accord? Alors, imaginez un raté il n'a même pas pu tirer 2 passes au goal dans sa carrière et tous les matins, il vient donner les grandes leçons aux gens. Ça pose problème. C'est ça qui pose problème, c'est la qualité. Parce que de quelle autorité tu vas venir parler aux gens? De qui tiens-tu ton autorité, ta légitimité? Et aujourd'hui, donc, on est en train d'embrouiller la jeunesse avec des gens sans légitimité, sans épaisseur, qui viennent pérorer. Et ce n'est pas de leur faute, c'est la faute à la société. Parce que les gens qui ont la vraie capacitation d'activation de la pensée sont tellement souvent aigris eux-mêmes et frustrés qu'ils n'ont pas le courage de se frotter à la médiocrité, donc ils s'enferment. Et c'est cette bulle-là que moi j'ai décidé de casser. Moi, quand je parle ici, nous parlons de la communication. Tout ce que je fais là, c'est de la communication. Je suis un maître de la communication. Un quart de siècle de pratique courante, efficiente, à un très haut niveau. La rhétorique. Je suis un maître de la rhétorique. Il y a la gestuelle, il y a l'art de la prise de parole. C'est des modules de formation que nous faisons d'ailleurs. Tout le monde. Vous pouvez être un brillant politicien et un piètre orateur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne réussiront jamais. Vous pouvez être un grand maître de je ne sais pas quoi là-bas, du vin de palme, et vous n'arrivez pas à vendre le vin de palme. Le médecin n'est pas un marketeur. Il peut être un très mauvais vendeur. Ou bien il ne connaît que des brièvetés de la médecine et il ne peut pas venir vous parler du commerce. Ça fait un peu... La parole et le rôle que nous devons prendre, c'est un rôle de magistrature, de magistère. C'est-à-dire, quand vous écoutez un conférencier, il ne vous laisse pas d'ambiguïté. Il y a une tenue, il y a une puissance du verbe, il y a une attitude et il y a la scientificité de ce qu'il dit. Depuis 30 minutes, j'ai pris la parole, souligné si j'ai fait une seule faute. La perfectibilité. Et ça, c'est tout ce qui nous énerve. Voir ce qui est bien. Voir quelqu'un de brillant. Voir quelqu'un qui est beau, bon et bien. Et le mettre à sa place. Ça, c'est le problème du sous-développement et de tous les pays sous-développés. Dans les pays sous-développés, on n'admet pas que les gens brillants, les gens talentueux, les gens excellents soient à la place. Il faut être excellent. Est-ce que ça va? Ça, c'était la première question. La deuxième question. Attention, il y a un autre coup de fil, mais je réponds à la deuxième question de mon jeune frère Berlin. Vous savez, là, je viens de recevoir le message d'un des plus grands financiers au monde. Il me dit, Hello, Pepe. I saw your missed call late night. We'll call you later today. C'est-à-dire, même quand tu arrives à coacher même les grands maîtres de la finance, c'est-à-dire, le coaching, c'est quelqu'un qui vient donner de l'expertise. Même à Bill Gates. Bill Gates a des coachs. Il ne se lève pas comme ça le matin, il vient parler aux gens. Barack Obama, l'homme le plus brillant du monde, a dans son shadow cabinet au moins 10 gars qui écrivent pour lui, même s'il corrige. Si ça, le coach n'a pas vocation à discuter l'étoile de l'autre, il te fait briller. Or, chez nous, la plupart de ces gars-là, c'est eux qui veulent exister. Ils veulent être riches. Toutes leurs vidéos tournent autour de l'argent. Ils ont une vision parfois parcellaire du monde. Est-ce qu'on peut être pauvre et est-ce qu'on peut être amoureux si on est pauvre? Est-ce qu'on peut être, si vous n'avez pas l'argent, ne tombez pas amoureux. Si vous n'avez pas, non mais arrêtez de déblatérer. Et à la fin, ils tournent souvent, on revient sur Jésus-Christ. Mais allez à l'église, n'est-ce pas? Il faut dissocier la pensée active et la loi de la responsabilité et surtout l'endoctrinement. Moi, quand je viens à mes conférences, première règle, je dis ici,
Vous êtes chez un grand maître, vous n'êtes pas chez un gourou. À la fin, vous n'êtes pas obligé de revenir à la prochaine séance. On n'est pas lié. Je ne veux pas faire une église avec vous. On est lié par des valeurs, par un rêve, par un projet de vous améliorer, mais je ne viens pas vous réveiller le matin, venez payer, venez me vénérer. Je n'ai pas besoin de ça. Les gens qui étaient à ma conférence de samedi, d'ailleurs, je leur ai dit, avant la fin, vous allez voir quand on va se présenter que vous avez tous le même parcours. Oh, Pépé, comment tu dis ça? Je dis, vous allez voir. Ça s'appelle la loi de l'attractivité qui dépasse la loi d'attraction. Et effectivement, quand les dames et les hommes se présentaient, la plupart étaient des chefs d'entreprise dans le même domaine, la vente, les commerces, les services. Et puis, mais pourquoi elles sont venues? Parce qu'elles sont venues acquérir non pas de l'argent, non pas des projets et tout, mais la science de manager leur esprit. Gérer le stress. Ça, on ne parle pas de ça. Donc, il y a un niveau, la plupart des jeunes là qui font, ils se débrouillent. Et beaucoup sont aussi imposteurs. Moi, j'ai des dames qui me suivaient là, bonjour guide, oh, je suis vraiment, tu es notre Dieu, on va apprendre. Et le lendemain, elle fait des conférences coach de coach tel. Mais tu es coach quand? Tu es devenu coach quand? Et puis maintenant, il faut un peu aller à l'école aussi. Il faut quand même aller un peu. Tout le monde n'a pas la thèse. Je peux admettre cette thèse-là. Mais il faut des prérequis, sinon vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas lu, si vous n'avez pas de diplôme, si vous n'avez pas un parcours, si vous n'avez pas de l'expérience acquise même sur le terrain, le meilleur ami de l'un des coachs qu'on lit le plus dans le monde s'appelle, comment il s'appelle? Père riche, père pauvre, là. Oh. Kiyosaki. Kiyosaki est d'abord un enseignant. Et Kiyosaki est issu d'une très bonne famille. Et il a écrit des livres, il a coécrit des livres avec Donald Trump. Donald Trump a été formé. Aux États-Unis, les coachs chez les papas, les Bob Proctor ont 70 ans, 90 ans. Nous, on entre là parce que nous, on a commencé à être brutalisés par la vie depuis tout petit. N'est-ce pas? Mais on n'est pas, on se lève un matin. Les Kiyosaki a au moins 70 ans. Il y a plus de 70 ans. Il a écrit 2 ou 3 livres. Mais Kiyosaki a réussi dans sa vie. Son livre, il en a vendu au moins 100 millions d'exemplaires. Il a acquis de la fortune. Il a de l'expertise. Il a compris comment on manage. Lui, il est coach. En Afrique, tous les anciens chefs d'État, comme ils sont des voleurs et des piètres personnages pour la plupart, ils fuient ou ils sont en prison alors qu'ils devaient devenir coach. Barack Obama, j'ai assisté à une de ses conférences. D'ailleurs, il avait déclaré que je suis parmi les Africains les plus influents à venir. Barack Obama, c'est 300 000 € l'heure. 300 000 €. Il ne vit que de ça aujourd'hui. Si Barack Obama, mais qui peut contester à Barack Obama d'être le coach? Aux États-Unis, ce n'est même pas les métiers de la honte là que vous faites là, que vous nous méprisez ici. C'est du talent brut. C'est des génies. Tous les PDG américains ont des séances de coaching. Donc, ils ferment là, comme Elon Musk, une fois par semaine, à 2 heures de coaching. Il va dans une université, vous payez. Ce n'est pas gratuit. Il va dans une salle de conférence, vous payez, vous l'écoutez. 30 minutes. Moi, j'ai écouté Barack Obama, il avait fait 30 minutes. J'ai écouté Michelle Obama, elle avait pris 250 000 € pour 45 minutes de conférence, avec repas, c'était ici à Paris. Et son vol l'attend, elle n'a pas le temps. Donc nous, on est là, on rit, on dit acheter le livre, on est toujours dans le bricolage. Il faut que ça se structure. Et ceux qui peuvent donc devenir demain des influenceurs doivent passer par la case du sérieux, de l'apprentissage pur.
Vous ne pouvez pas faire 2 vidéos, vous admirez quelqu'un en cachette et puis vous faites votre propre vidéo dans votre chambre et vous dites que non, c'est pas ça, il faut qu'on quitte. Mais ça pose un autre problème. Qu'est-ce qui est vrai en Afrique? Qui est intellectuel? Qui aime le savoir? Peut-être les jeunes dans les quartiers et tout, mais l'élite qui est là n'a rien à foutre. L'élite ouvre les champagnes, boit, dépense des milliards volés aux contribuables, organise des soirées dans les hôtels, et tout ça, ils ont de l'argent pour vivre. Ils sont fils de papa. Et pour la plupart, leurs papas sont des voleurs. Des gens qui n'ont rien fait pour mériter les postes de ministre, juteux, tout ce que vous voulez, et les fils héritent de ces paresses. Nous ne sommes pas un continent de l'émulation intellectuelle. Non! Les jeunes Asiatiques, quand ils se mettent à l'informatique, ils recréent les programmes informatiques. Quand les jeunes Indiens se mettent là, ils recréent les programmations, ils reprennent la science à leur côté. Là, tu sens, ils sont coachs. Être coach, c'est être Dieu. My God. Maintenant, pour ta seconde question, avant de prendre l'autre appel qui est revenu là, c'est pour le vaccin, qu'est-ce que je pense? Écoute, mon cher, dans la vie, il faut savoir que tout ce qui tend à l'évolution est combattu. Mais la force de l'Europe, surtout dans un pays comme la France, c'est que les forces de la négativité ne gagnent jamais. Vous voyez les Zemmour, les Marine Le Pen, elles tapent, mais elles ne peuvent pas gagner parce que le fondement de ce pays, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Ils ont bataillé pour. C'est des gens qui savent. Ne les voyez pas là. Les Français, c'est les gens, c'est l'un des peuples les plus aboutis au monde, intellectuellement. C'est un pays de conquérants, de savants, de penseurs. Ouvrez Google. Regardez la liste des savants français. Il n'y a pas d'eux au monde. La liste des penseurs en France, il n'y a pas d'eux. Les écrivains, il n'y a pas d'eux. Les chercheurs, il n'y a pas d'eux. De Louis Pasteur à Marie Curie, fouillez, vous n'allez pas trouver. Il n'y a pas deux pays au monde où l'intellectualité est... Non. Donc, quand on crée un vaccin, il y a toujours des réfractaires à la science, je respecte. En plus, on ne doit pas vacciner tout le monde parce que chacun a ses anticorps. Moi, je suis un roi. Les écorces que je mange déjà ici me permettent de... Je suis un gorille quand je me lève. Mais il y a des gens qui ont les comorbidités, les maladies, les fragilités. Il faut se vacciner pour avancer, je ne sais pas. Mais, grosso modo, on n'a pas besoin d'un vaccin pour vous tracer. Quand vous prenez l'avion, vous êtes fiché. Quand vous êtes à la boutique, aujourd'hui avec Google Maps, je peux savoir où vous êtes. Les satellites sont partout, même dans nos chambres. Quand on allait prendre un président, un dictateur dans son palais, là, il croyait qu'il est caché au sous-sol. On le voyait nu. Donc, tout est aujourd'hui. Et ici, dans nos sociétés, on a des permis à puce, les cartes vitales. Tu payes la carte bancaire, c'est une traçabilité. Le téléphone, c'est une traçabilité. On sait où je suis, on sait où je pars. Si on veut m'arrêter, on va venir avant la fin de ce direct me prendre. Donc, ce n'est pas un vaccin. Je ne crois pas trop, mais je crois quand même que, de toutes les manières, on est dans une société de contrôle. C'est ce que les Américains appelaient de Big Brother. Et aujourd'hui, tout le monde doit être contrôlé. Mais ça, c'est autre chose. Mais par rapport au progrès de la science, partout où il y a progrès de la science, il faut un peu y aller. Il y a toujours des réticents, mais pourquoi vous êtes connectés donc? C'est la science. Et la science a un côté bon et un côté mauvais. Le vaccin peut être là pour soigner, mais le vaccin aussi a permis de réguler les systèmes financiers internationaux, de tuer, de briser l'économie des pays les plus pauvres. Donc, du point de vue des pays les plus pauvres, en Afrique et partout, c'est là-bas où on devait poser la question, la réflexion, pas ici. Les pays développés veulent maintenir 100 ans d'écart au minimum avec les pays pauvres, en créant la guerre, en brisant l'économie, en confisquant la monnaie, en détruisant les humains intellectuellement. Tous les jeunes qui parlent là en Afrique,
ils sont alignés devant les ambassades pour partir. Et ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir un visa prennent le désert, avec tout ce que ça comporte. Voilà la réflexion qu'il fallait faire ce matin. Alors, on a une autre question ici. Bonjour Pépé, c'est Karine. Finalement, la leçon de la vie est tragique. Est-ce que la vie est seulement tragique? Alors, j'allais vous lire un texte de Jean d'Ormesson, mais on n'a pas trop le temps. Il faut aller à l'essentiel. Jean d'Ormesson disait, pour résumer sa vie, hein, merci pour les fleurs, merci pour les épines. Parce qu'il n'y a pas une vie plate. Il n'y a pas une vie calme. Je vous ai dit qu'on vient sur Terre déjà par une souffrance énorme. On vient sur Terre par une sélection tragique. L'homme qui vient féconder le spermatozoïde même est coupé en deux. On dit toi la tête entre, la queue sort. Donc quand tu viens sur Terre, il faut savoir que tu es venu au terme d'un processus de lutte intense, que tu as mérité ta place sur Terre. Mais comment une fois sur Terre, au lieu de profiter de la liberté, de l'intelligence, tu viens encore donner tes mains à un gourou pasteur, à un gourou dictateur. Non, il faut se détacher. Et c'est pas aujourd'hui que cette lutte contre l'ignorance n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà au Moyen-Âge, on brûlait les gens parce qu'ils avaient fait des découvertes. Le siècle des Lumières, où il fallait prendre la distance avec la religion, c'est pas nous. Aujourd'hui, quand un Africain conteste la religion imposée qui nous a amené la colonisation, l'esclavage et tout, on trouve qu'il est bizarre. Donc il faut accepter et se soumettre à la domination étrangère et coloniale. Non, la spiritualité justement, c'est de couper les ponts avec tout ce qui peut nous embrigader et pour maintenir le lien avec le Tout-Puissant. Vous comprenez un peu? Et aujourd'hui, on n'arrive pas à porter cette petite réflexion-là, c'est ça qui est en train de tuer les Africains aujourd'hui. Parce qu'ils ne veulent même pas aborder ça. Quand tu arrives sur ce chapitre, quelqu'un dit ne touche pas à ma foi. Moi, j'ai la foi, voilà, à Bethléem, tout ça là. Alors, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Et les mêmes s'étonnent qui sont les derniers, qui sont des esclaves, qui sont battus. On dit qu'ils puent, on dit qu'ils ceci. Elles-mêmes acceptent. J'ai suivi un abruti là l'autre jour sur Facebook insulter une femme qu'elle est noire. Un nègre qui insulte une autre femme qui insulte la couleur de peau de sa sœur. Donc on arrive encore à ces comportements-là aujourd'hui parce qu'on n'est pas évolué. On a refusé de questionner l'intelligence fondamentale. Et ça, nos intellectuels devraient le faire, mais on a d'autres problèmes. On veut manger, on veut faire les poulaillers, on veut faire ceci, on veut investir, tout le monde doit être riche. Non mais, mettez un collier de 1000 milliards autour du cou d'un chien, il sera toujours un chien. Tout l'argent qu'on brasse là, qui dépense mieux qu'un Africain? Ici en Europe, ailleurs, au Canada. Les boîtes de nuit, c'est 10 champagnes. Vous ne verrez jamais un occidental acheter. Quand ils sont même dans le comptoir, il prend son verre. Même en Afrique, moi j'avais des amis qui étaient expatriés. On se retrouvait au Cameroun. Ils avaient 20-30 millions de francs par mois. Dans un pays où le salaire moyen c'est 50 000 francs CFA. Il a un chauffeur, la bonne, même le chien est nourri. Mais quand on entrait, il achetait le pain, il fait la facture, il se fait rembourser. Quand on va en boîte de nuit, il commande. On lui donne son verre au comptoir. C'est 2 €, il paye. Et il amène même la plus belle fille. Nous, il faut remplir les bassines. On est dans l'extravagance. On est dans le déni de l'intelligence. On n'est pas dans le raffinement. Même investir, pour trouver des fonds d'investissement chez nous, tu peux travailler. Tu parles la salive finie. Ici, vous levez, on vous fait une levée de fonds. Les Américains, tac, 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 $1 million, 1 billion. Tu dis, je veux ouvrir une radio.
Qui peut m'aider? Quelqu'un qui est milliardaire là-bas dit, toi, ton projet m'intéresse, ou ta tête me plaît, voilà 1 million. Moi, j'ouvre une banque ici pour qu'on règle nos problèmes. Chacun vient faire ta banque là, parce qu'on n'a pas confiance en nous. C'est encore l'esclavage, c'est encore la colonisation, c'est encore les... Vous accusez tous les autres. Quand tu n'as pas confiance à ton frère, tu vas accuser qui? Tu vas accuser qui? On n'a pas confiance. On est combien sur ce direct? Une bonne centaine. Une bonne centaine, c'est une puissance financière. 100 personnes qui mettent 100 euros, ça devient quelque chose. 100 personnes qui mettent 1000 euros, ça devient quelque chose. 100 personnes qui mettent 10 000 euros, ça devient une puissance financière. Et l'autre ne peut plus t'insulter parce que tu peux acheter sa maison. Nous, on vient présenter nos voitures. J'ai acheté ma voiture, j'ai acheté ma maison. Mais on a encore des besoins alimentaires. Si on est venu sur Terre chercher à manger toute la vie, mais moi, mon chien aussi mange toute la vie, donc je suis mon chien. Il faut qu'on dépasse ça. Il faut, même politiquement, ça sera difficile d'avoir des leaders politiques tant que les gens ont des problèmes alimentaires. C'est une vie de matériel. C'est une vie d'animal. C'est brutal, mais c'est normal de vous le dire. Sinon, ça sera fatal pour vous. Sans jeu de mots, bien sûr. Sinon, vous allez me trouver phénoménal. Or, c'est la rhétorique que je pratique depuis. On vient sur Terre perfectionner son destin. On vient sur Terre accepter l'évolution, la grandeur des idées, le progrès social des autres. Et c'est Albert Camus qui disait, la liberté individuelle ne sert à rien. La liberté n'a de sens que quand tout le monde est devenu libre. La liberté individuelle ne sert à rien. La liberté n'a de sens que quand tout le monde a été admis à la cour de la liberté. Et c'est donc notre bataille de rendre les autres libres. Je ne perds pas mon temps. Je sais, beaucoup se moquent de moi, un intellectuel de ton rang, un type comme toi. Qu'est-ce que tu fais sur Facebook? Ça, il n'y a qu'un nègre pour réfléchir parfois comme ça. Mais attention, ce que je vous donne là, c'est l'arme de la libération. Et quand tu écoutes mon direct, tu dis, oui, je suis libre. Moi aussi, je suis libre. J'ai connu des gens qui marchaient comme ça. Quand ils viennent à mes séminaires. Mais après, quand ils partent, chacun marche comme ça. Il ne m'appelle même plus le guide. Il dit, salut. Salut toi. Parce que je lui ai redonné sa fierté. Il y a une posture. Pas de l'insolence, pas de l'arrogance. Mais il y a une posture d'un homme libre. Broken people, comme disent les Américains. J'adore la langue anglaise parce qu'elle est directe. On dit, you are broken people. Broken. On vous a cassé. On vous a détruit quelque chose. On a détruit quelque chose de puissant en vous. On vous a violé la conscience. Donc nous nous battons. Je ne sais pas où ça va amener. Mais quand je vois les fils de mes... Quand je vois des fils de mes amis qui sont occidentaux, quand je vois les amis de mes fils qui ont... Ils font 2 heures, ils suivent mes directs, ils notent, ils ont 13, 14, 15 ans, et je vois des gens en Afrique, ah, ces directs sont trop longs. Vous voyez un adulte qui se plaint, il ne fait rien. Toi, tu lui donnes le savoir gratuitement, il dit que c'est long. Parce que c'est dur, on ne veut pas réfléchir. On veut la facilité. Mais le monde n'est pas fait facilement. Celui qui crée le téléphone va te vendre la puce, va te vendre l'abonnement, va te vendre... Oui, il faut payer. Vous refusez au créateur du monde, dont les Américains nécessitent de vous dominer. Ils travaillent pour. On travaille sur Terre pour garder sa position, sécuriser ses enfants. L'héritage patrimonial, génétique, de la lignée, des peuples, des races, des tribus. Mais vous êtes là, la défaite.
La défaite. C'est la défaite. Et moi, je ne suis pas un artisan de la défaite. Moi, on ne m'a pas tapé. Les minces études que j'ai faites, j'ai toujours été le premier, le patron, l'excellent. Le petit pouvoir que j'ai, j'essaie de vous le donner. On va prendre cet appel et puis on va partir parce que le coup de fil, j'ai décidé d'ouvrir, sinon on n'allait pas développer. Bonjour. Bonjour le guide. Bonjour, comment tu vas mon très cher? Ok, ça va, calmement, calmement. D'abord, je voulais te dire merci pour ce que tu nous apportes tous les jours. Et puis, me répéter encore, vous êtes très élégant et très bien habillé. Ça ne mange pas de pain. J'accepte. Voilà, le guide, moi j'ai quelques questions à vous poser si ça ne vous dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. J'ai fini déjà mon exposé qui avait 1 heure. Maintenant, les questions, je peux prendre des questions, prendre encore 30 minutes. C'est les gens qui disent que c'est long. C'est pas moi. Non, ça va. Non, moi, ça me va. En tout cas, je pense que la plupart des gens, ça nous va très bien. Ok. Le guide, en fait, je voulais te poser la question. Oui. Un peu, parce que j'ai un ami camerounais hier qui m'a invité, enfin, j'étais chez lui, je crois que c'était un baptême, machin, donc je suis allé. Mais je voulais quand même que tu m'expliques un peu, toi qui maîtrises bien le Cameroun, en même temps la Côte d'Ivoire, mais quel est cet acharnement camerounais-là contre les Ivoiriens et contre le régime de la Côte d'Ivoire? S'il te plaît, parce que, franchement, des gens que j'estime, que je me dis qui ont un certain bagage, qui ont un certain vécu, mais qui ont des positions franchement invraisemblables. Tu vas pas lui expliquer par A plus B de manière rationnelle et raisonnable, il ne comprend pas. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, juste pour savoir, est le débat Zemmour-Mélenchon, qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est une très bonne question. Ok. Voilà le guide. Ouais. Ben, après, il faut que Bon, ça va. Je réponds à tes questions. Alors, je vous prends juste un exemple simple. Moi, je ne veux même plus parler des dirigeants africains parce que même quand vous les défendez, ils ne vous servent à rien. Ils vont toujours appeler un petit type sur les Champs-Élysées avec la calvitie pour prendre 2 milliards, alors qu'on a des projets pour développer nos propres pays. Donc, mais je parle à tous les Africains. Regardez en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle le leadership. Si on enlève le président actuel, la guerre recommence. Pour aller terre à terre, pour ne pas perdre le temps. C'est-à-dire que nous aimons tellement le désordre. Or, la politique, c'est tout sauf le désordre. Le leadership doit être vicieux, viscéralement même dur. Tous les régimes qui se développent sont durs. Parce qu'il faut travailler. On ne peut pas travailler en faisant le tam-tam à côté. L'ancien président est rentré de prison. Depuis qu'il est allé là, ce n'est que le désordre. Il chasse sa femme, son ex-femme, il a le droit. Il crée un parti contre son ancien parti. Il chasse celui qui était là, la bagarre. Il chasse sa femme qui veut créer un autre parti. Il chasse Blé Goudé qui devait venir. Donc si on leur laisse la scène politique, ça va à la guerre. Et les Africains aiment ça. Nous aimons partout là où c'est le désordre. Quand vous dites on a travaillé, asseyez-vous. Hein? Quand vous dites aux gens travaillez et asseyez-vous, la discipline dans l'exécution. Kassim, je pense que tu as lu. Si tu n'as pas le livre, il faut le commander. Franchement, tout est là-dedans. J'ai expliqué les 3 choses qui font qu'on accède au développement. Donc, partout où il y a dans le leadership, les gens fuient. C'est même dans nos familles. C'est ce que j'avais décrit avec le syndrome du petit patou. Petit patou, c'est l'enfant préféré de maman. Il est le dernier à l'école. Il a la grosse tête, le gros ventre. Mais son plat est le plus rempli. Maman dit non, c'est mon tout petit. Moi, je l'aime. Toi, tu ramènes même les bonnes notes, on dit va puiser l'eau, va fendre le bois, va faire ceci. On te punit parce que tu es premier. Ça commence dans nos familles. Donc, il faut inverser ça. C'est schématique, hein, mais
C'est un peu ça la culture africaine de la négation du talent. Dès que tu es très brillant, on commence à trouver que tu es étranger d'ailleurs. Et on se dit panafricaniste. C'est du rêve, quoi. C'est comme si Kwame Nkrumah on chassait les gens au Ghana, alors que c'est le Saguiefo. L'homme qui nous a dit que nous tous on va au Ghana, c'est notre pays. Il avait dit que si un Africain se sent en danger dans le monde, qu'il aille au Ghana. Mais les gens qui portent dans cette tradition, nous sommes les panafricanistes. Mais maintenant, quelqu'un vient même du village de voisin. Il vient développer ton village. Même au lieu d'accepter le développement, tu dis que c'est son village qui a le problème. Sinon, pourquoi Zemmour est né en Algérie? Pourquoi on ne le renvoie pas en Algérie? Lui qui veut renvoyer les étrangers. Ça, c'est pour faire la transition. Donc, pour répondre à ta deuxième question, c'est-à-dire que l'Afrique, c'est la médiocrité. Et il faut un sursaut de fierté, de grandeur, de sophistication de la pensée. Même nos intellectuels sont à ses limites. Pour revenir, j'ai écouté un grand intellectuel au Cameroun qui s'appelle Jean-Emmanuel Pondy. Il est allé au Congo faire des affaires, du business. Il a été payé pour aller faire une conférence, ce qui est normal. Mais après qu'un intellectuel comme ça nous dit que la Libye était un grand pays sous Kadhafi, tout était gratuit, l'eau, la nourriture et tout. Tu dis, mais voilà des gens qui ont déjà 60 ans et 70 ans de pensée archaïque dans la tête avec des gros diplômes au dos. Je suis désolé. On n'est pas un grand pays parce qu'il y a la lumière et l'eau gratuite et la nourriture. Moi, je suis allé à Tripoli. C'était en 2007. 18 heures, tout était fermé. On n'arrivait même pas à boire. Je ne parle pas d'alcool, je dis boire. Même un jus. C'est-à-dire, il y a une discipline militaire qui tue la liberté. On vient sur terre pour la liberté. Je viens de vous parler de Camus, de Sartre, de Mandela. Mandela est mort, pourquoi? Est-ce qu'il y a des Sud-Africains qui meurent de faim? Mandela fait 27 ans de prison pour la liberté. Alors, quand des intellectuels africains qu'on respecte, qui enseignent nos enfants dans les universités, sont bloqués dans la tête parce qu'ils ne sont pas ouverts. Ils ont fait des thèses en 1970, des choses, des vieilleries de la pensée. Ils ne se réactualisent pas. Vous dites que la Libye était bien, même sous Kadhafi, il y avait l'esclavage. Le sort réservé aux Noirs. Parce que la Libye, c'est les grandes tribus. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. La tribu, et tous les Noirs qui sont dans la bande d'Aouzou, les petits trucs là avec le Tchad, sont esclavagisés. On marche avec les filets dans le désert. Et aujourd'hui, regardez la Libye. L'esclavage là n'est pas né aujourd'hui. C'est comme en Mauritanie. La Mauritanie est collée au Sénégal. Mais qu'est-ce qu'on fait en Mauritanie? Quelqu'un va venir me dire que la Mauritanie est un grand pays. L'esclavage en Libye existe, comme dans tous les pays du Maghreb, mais en Libye, c'est encore féroce. La preuve, comme on ne peut plus contrôler, les Noirs aujourd'hui sont violés à coups de bâton, attachés, vendus et tués pendant qu'on parle là. Et ces gens-là sont là, ces intellectuels sont là. Je veux voir même des tribunes pour dénoncer. C'est ça, notre échec. Maintenant, tu me demandes qu'est-ce que je pense du débat Zemmour et l'autre. C'est ça la France. C'est le plus grand pays du monde. Un abruti comme Zemmour, un abruti comme ça peut venir, il se met là, et puis voilà, il défend en courant d'une France inexistante. Le pur sang. Heil Hitler. La preuve de la mauvaise foi de Zemmour, c'est qu'il est juif. Et moi, je suis très lié aux juifs. Et très sensible à la souffrance des Noirs, des Juifs et tout ça. Il est juif, mais il veut jouer le rôle d'Hitler. C'est quand même énorme. C'est-à-dire, Hitler les a tué les Juifs, juste parce que les Juifs avaient la liberté, la puissance, le développement, le rayonnement des Juifs. Et aujourd'hui, un Juif dit qu'il faut tuer les autres, les chasser de ce pays où il n'est même pas né. Qui n'est pas le sien. Mais bon, c'est le droit. Il a fait de bonnes études, il était à Sciences Po. Vous savez, c'est ça.
Aujourd'hui, les gens confondent entre faire des études et être intelligent. Pour un bout de pain, des visées politiques, il dit des choses tellement violentes. Et j'avais déjà remarqué que, vous les Africains, vous n'êtes pas cultivés. La noire qu'il interviewait, qui lui a donné la popularité, c'est Christine Kelly, une négresse, petite fille d'esclave. Mais comme aux Antilles, il y a encore des noirs qui se sentent supérieurs aux autres noirs, elle vient faire ça en France. Deux, Éric Zemmour, c'est l'argent volé aux Africains de Bolloré. Et tous les cadres qui travaillent chez Bolloré devaient démissionner s'ils avaient un peu de fierté. Vous ne pouvez pas voir un Chinois, ça n'existe pas. On ne peut pas remplacer Christine Kelly à la place. On ne peut pas mettre un Chinois ou une Chinoise. Elle va dire pourquoi moi je viens te donner la parole pour insulter ma communauté. Ça n'existe pas. Et puis deuxième chose, c'est vous qui rendez Bolloré milliardaire en Afrique. Il a été condamné en France. Et il finance ce dont Zemmour et son racisme anti-noir et arabe pour chasser. Mais voilà. Et en face, il était face à Mélenchon. Mélenchon est un grand intellectuel, franc-maçon, professeur, érudit. Mais il faut aussi dans du populisme, c'est les extrêmes. Extrême gauche, extrême droite. Et les deux extrêmes se raccordent toujours sur l'essentiel. Mais Mélenchon a développé un discours de grandeur, d'humanisme, d'amour, de fraternité. Alors, Mélenchon était supérieur. Et même s'il ne l'était pas, on ne peut pas soutenir un abruti qui insulte notre race. N'est-ce pas? Voilà. Je pense que j'ai répondu à la question. Et la France, donc, c'est un pays qui permet à toutes les sensibilités de s'exprimer. Alors, si on est en Afrique, Mélenchon, face à Zemmour, c'est Zemmour qui gagne. L'Afrique a beaucoup de racistes, de tribalistes à la tête des États. Des gens qui vendent la guerre civile. Vous mettez Zemmour en France président même pour 2 jours. Lui, il veut le sang. Il a le visage du sang. Et la question de mon frère Mokoko là, il dit pourquoi tu ne dis pas nous les Africains, tu dis toujours vous. Tu n'es pas africain. Et mon frère, comme je n'ai pas le boubou là, je ne suis pas africain. N'est-ce pas? Donc, c'est pour dire que il faut qu'on éduque encore nos peuples, qu'on se batte, qu'on donne du savoir, qu'on casse cette barrière de peur, c'est pour ça que je disais, il y a la loi de la responsabilité. Ça veut dire, quand tu viens sur Terre, tu dis merci Dieu. Maintenant, je m'en vais au marché. Je m'en vais travailler. Je m'en vais, c'est ta responsabilité. Mais tu ne peux pas faire merci Dieu et dormir. N'est-ce pas? Il y a d'autres lois qu'on va étudier pour la prochaine fois. Je pense que j'ai fini. Il y avait une autre question? Pour un lundi matin, ça va. On a fait une bonne entrée en matière. On va se reconnecter ce soir ou demain. Moi, je suis là. C'est mon travail. Et j'ai toute cette énergie-là pour vous. Ne vous fatiguez pas. Moi, je ne me fatigue pas. Je vous aime. Le Pépé, pourquoi vous n'étiez pas au concert de Valsero? Bon, je me suis déjà expliqué là-dessus. Et on ne va pas revenir sur les mêmes choses. Évoluons aussi souvent. Ouais. Vous voyez, l'actualité est pauvre chez nous. On n'évolue pas. On tourne sur la même chose. On n'avance pas. On dit la même chose. Il faut progresser. Il y a beaucoup d'actualités. Hein? Il y a l'élection à l'Africa Foot au Cameroun, Samuel Eto'o. Hein? Et vous voyez que Eto'o n'a aucune chance de gagner, selon moi. Et comme il a compris ça, il est en train de tout faire pour inverser. Et c'est ça qui est intéressant. Donc on peut faire un direct là-dessus, si vous voulez, si ça vous intéresse, le football, le soir. Il y a des questions. Pourquoi Eto'o risque de ne pas gagner? Parce que le risque est élevé. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je ne le supporte pas. Je dis que le risque est élevé. Parce que si Eto'o gagne l'Africa Foot au Cameroun, il pourra gagner la présidentielle au Cameroun. Parce que Eto'o n'est pas en compétition contre une personne. Non, il est en compétition, il va en guerre contre le système
qui maintient justement Biya au pouvoir depuis 40 ans. Mais lui ne le sait pas. C'est pas parce qu'on le reçoit au palais là, on regarde avec lui, il n'a aucun ami là. Parce que ces gens n'ont aucun intérêt à ce qu'un type comme Samuel Eto'o arrive au pouvoir, à gérer le football, à amener l'expertise, le savoir, ce qu'il a vu ailleurs comme bien. On ne peut pas. Et c'est le mal profond de l'Afrique. Ça peut faire... C'est une thèse. Lui-même a longtemps joué avec ce régime et maintenant il ne sait pas qu'il est en face de ce régime. En déclarant sa candidature, il se met à dos tous les gens qui ont soutenu ces micmacs, ces magouilles, ces petites choses. C'est là où la violence commence. Le même système peut être étudié en Côte d'Ivoire, comme c'est des pays sœurs, ou des pays, des nations sœurs, ou des pays frères. Regardez Drogba. Drogba n'a aucune chance d'être président de l'Africa Foot, même avec tout le soutien de tous les blancs du monde. Parce qu'il y a un système de corruption avancé. Il y a beaucoup d'argent qui se dilapide là-dedans, et un gars comme Drogba n'a pas besoin d'argent. Quand tu vas refuser de corrompre un secrétaire, un président de club, même ceci, il ne va pas te voter. Soit tu te mets comme eux, et on te tue, soit tu te détaches et tu perds. Et c'est ce dilemme-là. On va se servir du football pour voir comment c'est impossible pour Samuel Eto'o de gagner la présidence d'Africa Foot. C'est moi qui parle. Et s'il gagne, c'est qu'il a compris le système et il peut le casser de l'intérieur. Il peut partir de la présidence de l'Africa Foot jusqu'à la présidence du palais. C'est possible. Vous avez compris un peu le raisonnement? Mais ça, on va en parler prochainement. Allez, bonne soirée ou bonne journée si vous êtes dans ces zones d'influence. Et il faut savoir que le monde, quand il fait jour ici, il fait nuit là-bas. Mon coco, tu peux déjà réserver. Le livre est en train d'être travaillé. Je bosse là-dessus. Je n'ai pas d'autre choix. Et le livre, commencez déjà à chercher le titre avec moi, mais j'ai déjà intitulé « Réussir ». Comment réussir? N'est-ce pas? Alors, ça peut être vague, mais c'est pas vague. 100 leçons pour réussir. 100 petites leçons. C'est pas compliqué. C'est faire des choses concrètes et claires. Il faut ouvrir le raisonnement. Allez, bonne journée à vous. Je vous aime. N'oubliez pas, on a l'académie. La prochaine conférence, c'est le 23 octobre. Samedi, réservez déjà vos places. Je sais que vous serez plus nombreux. Je n'ai aucun doute là-dessus. Parce que c'est magique, c'est beau. Le peuple vous donne l'écorce. Nous avons créé notre banque. Mais au lieu de gueuler là, venez, on fait la banque. La banque, c'est vous, c'est moi. Il n'y a personne qui donne l'ordre à un peuple de s'élever. Les Sri Lankais ne nous demandent pas leur avis pour gérer notre boutique, nos argents, nos maillots ici. C'est eux qui nous vendent le manioc. Kelman peut toujours écrire, il ne mange pas le manioc. On s'en fout, le Sri Lankais va te vendre le manioc. Voilà. Alors, comment faire pour avoir le livre « L'Afrique et son cancer du côlon » en Konsamba? Mais Yannick Jeté, ben, tu m'écris, hein? Il y a les vols tous les jours sur Paris. Il y a le DHL. Il y a la version électronique. C'est vous qui êtes loin, mais le monde n'est pas loin. Le monde est petit. J'envoie des livres jusqu'en Australie, ça arrive. Et Konsamba, c'était la 3e ville du Cameroun, à l'époque. Avant que le tribalisme, la médiocrité ne vienne gâter ceux. Alors, mon coco veut savoir quoi? Sur le point sur la banque, tu m'as pas toujours répondu. Mais tu veux que je te dise quoi, mon coco? C'est quoi ta question? Non, je n'ai pas encore vendu ma banque aux juifs, à mes amis juifs. Je veux que ce soit une banque de nous-mêmes, pas nous-mêmes. Quelle était ta question? Les autres me demandent souvent le siège social. Ouais. La banque est digitale aujourd'hui. La banque, c'est ça. La banque, c'est un fluide d'énergie. Oui, écrivez-moi une box si vous avez des questions plus préoccupantes. Je vous adore. Je vous adore. Allez, merci d'avoir été là. Il est midi. Allez manger. Moi, je m'en vais à mes petits rendez-vous. Il y a trop d'embouteillages à Paris en ce moment. Allez, je vous aime.